parle beaucoup ces derniers temps des migrations. Je dirais même que c'est devenu le sujet majeur de préoccupation de beaucoup d'Européens, de dirigeants européens. Ces migrations qui viennent du Proche-Orient ou qui viennent d'Afrique et qui, pour certains, aux yeux de certains, pourraient menacer nos valeurs, pourraient menacer les équilibres démographiques, pourraient surtout menacer les portefeuilles. Et donc il m'a semblé utile de voir et de replacer plutôt ce phénomène de migration dans un contexte beaucoup plus large. Il faut savoir qu'il y a 36 millions de migrants à travers le monde pour l'instant, et que donc nous nous focalisons, c'est un petit peu logique puisque nous sommes en Europe, sur ces migrations que j'évoquais il y a quelques instants, mais il faudrait peut-être essayer de sortir un petit peu, je dirais, du cadre dans lequel nous vivons habituellement pour s'ouvrir un petit peu au monde. D'autant plus que la mondialisation est une réalité, ce n'est pas seulement une mondialisation qui conduit à l'exportation, à la circulation de masses de capitaux très très importants, il y a donc également des mouvements de population qu'il s'agit de comprendre. Et donc aujourd'hui, je vais m'attacher à étudier le cas du Mexique. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le Mexique et les migrations? Mais c'est que les États-Unis, un petit peu comme, je dirais même tout à fait comme les Hongrois et d'autres pays d'Europe centrale maintenant, ont construit un mur pour arrêter donc tous les migrants qui passent la frontière entre le Mexique et d'autre part les États-Unis. Alors le Mexique n'étant qu'un lieu de passage, étant entendu que la plupart des migrants qui arrivent au Mexique viennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Voilà. Donc il y a une problématique qui est un petit peu semblable à la nôtre, à celle que nous vivons en Europe pour l'instant. Donc le sujet d'aujourd'hui sera le Mexique au XIXe et au XXe siècle, et je vais essayer, dans le cadre de ce cours, de vous montrer, à travers l'histoire politique, à travers l'histoire économique, à travers l'histoire démographique et l'histoire sociale, les enjeux que revêt justement la compréhension de l'histoire de cet immense pays qu'est le Mexique. Vous savez que le Mexique, géographiquement parlant, en gros, le nord est constitué de déserts, le sud est constitué par la forêt tropicale, et c'est dans la partie centrale et sur les côtes que vous avez l'essentiel de la population urbaine, tout à fait logiquement. Depuis quand existe le Mexique? Le Mexique existe en tant qu'État indépendant depuis 1821. Donc, c'est-à-dire que le Mexique n'a pas encore 200 ans. Il n'a pas encore 200 ans. En tant qu'État indépendant, je dis bien. En effet, c'est seulement au début du XIXe siècle que dans cette colonie espagnole, des revendications apparaissent et qu'un mouvement insurrectionnel se fait jour qui va conduire donc à l'indépendance de ce territoire qui jusqu'alors portait le nom de Nouvelle-Espagne. C'est le nom donc d'une vice-royauté qui dépendait directement de Madrid. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à partir de 1797, la couronne espagnole est complètement, je dirais, perdue devant l'avance du mouvement révolutionnaire en France. Les Bourbons ne vont plus tenir véritablement leur colonie, et on peut dire d'ailleurs que ce n'est pas tellement, je dirais, Napoléon qui va être une menace pour les colonies espagnoles en Amérique. En fait, ce sera plutôt l'Angleterre. En
En effet, entre 1797 et 1914, donc pendant un peu plus d'un siècle, presque 120 ans, on peut dire que l'Amérique du Sud, ou l'ex-empire colonial ibérique, sera la plus belle des colonies britanniques. Ah ben oui. Parce que dans la tête de tout le monde, on pense l'empire britannique, ce sont les Indes, c'est l'Australie, c'est le Canada, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est une grande partie de l'Afrique orientale surtout, plus quelques colonies britanniques en Afrique occidentale comme le Nigeria, qui est la plus grande des colonies britanniques en Afrique de l'Ouest. Mais la plus belle des colonies, en fait, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, c'est donc l'ex-empire colonial ibérique, qui couvre une région qui va de la frontière sud-méridionale des États-Unis jusqu'à la Patagonie. Et ça, on ne sait pas suffisamment, en tout cas, ce n'est pas dit de manière suffisamment forte dans le cadre des cours d'histoire. De la même manière, d'ailleurs, on peut dire que l'Amérique latine, c'est-à-dire le Mexique, parce que le Mexique appartient à l'Amérique du Nord, il ne faut pas l'oublier. Le Mexique plus l'Amérique centrale plus l'Amérique du Sud, eh bien, sont en fait rien d'autre qu'une arrière-cour du jardin des États-Unis au XXe siècle. Donc les États-Unis ont pris la succession du Royaume-Uni, et donc on peut dire que Washington va faire un petit peu la pluie et le beau temps au XXe siècle en Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique. Je crois que l'épisode est bien connu pour l'affaire du Chili entre 1970 et 1973. C'est la CIA qui a soutenu le général Pinochet dans sa tentative, qui a réussi d'ailleurs, de coup d'État contre le président Salvador Allende. Voilà. Mon propos se limitant à l'histoire du Mexique, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet-là. Donc, au début du XIXe siècle, il y a un mouvement insurrectionnel qui se produit, donc à partir de 1810, en Nouvelle-Espagne, puisqu'on ne peut pas encore parler du Mexique à ce moment-là, mouvement insurrectionnel à la tête duquel on trouve deux curés. Oui, la révolution va venir des curés. Vous savez que dans l'histoire de l'Amérique latine, les prêtres populaires ont toujours joué un rôle important, au point qu'au XXe siècle, on a pu parler d'un mouvement qui s'appelait la théologie de la libération, qui était un mouvement en Amérique latine, initié par des prêtres de gauche, des prêtres marxistes révolutionnaires qui ont été d'ailleurs condamnés, bien entendu, par le Vatican. Donc c'est une tradition que l'on va voir s'étendre sur 2 siècles. On peut même remonter plus haut dans le temps, si on y inclut dans la première moitié du XVIe siècle déjà l'évêque du Chiapas, Bartolomé de Las Casas, qui a déjà défendu les Indiens. Évidemment, pour cette époque-là, on ne peut pas parler de révolution d'évêque de gauche, ça c'est clair. Enfin, déjà à cette époque-là, il y a des prêtres qui s'intéressent au sort des Indiens. Des Indiens qui sont évidemment les dominés, les exploités de la colonisation espagnole. Ces prêtres s'appellent Hidalgo. J'ai écrit leur nom au tableau pour que vous n'ayez pas de problème d'orthographe. Hidalgo, qui lui va occuper toute une série de territoires dans le centre septentrional du Mexique, et d'autre part son successeur qui s'appelle Morelos, qui lui va occuper le centre méridional et non pas septentrional du Mexique. Ces deux prêtres qui
se trouve à la tête de mouvements donc insurrectionnels. Le premier a une base populaire et de petits propriétaires, le second a une base essentiellement liée à l'indigénat, c'est-à-dire aux Indiens. Ces deux mouvements vont donc se terminer dans un bain de sang. Tous les deux avaient pour figure de proue, plutôt comme symbole rassembleur, la Vierge de Guadalupe. Cette Vierge, en fait, dont le mythe remonte au XVIe et au XVIIe siècle, qui est une Vierge d'ailleurs qui est métisse et qui, symboliquement, donc, symbolise donc, l'union, le rassemblement entre les Indiens et les petits Espagnols. Enfin, ce sont des métis essentiellement. D'ailleurs, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vrai que pour vous, ça ne doit pas évoquer beaucoup de souvenirs. En tout cas, ça évoque des souvenirs pour moi dans les années 60, même si dans les années 90, on a relancé la série, cette fois sous une forme colorisée. On la repasse d'ailleurs sur France 3 après 8h du soir. C'est Zorro. Hein, ça vous dit sans doute quelque chose. Zorro qui veut dire en espagnol renard, c'est-à-dire le rusé. Eh bien, Zorro vit, je ne sais pas si vous avez regardé ça avec un petit peu de précision, avec un peu d'acuité. Zorro, en fait, il vit dans un village qui s'appelle Los Angeles, comme par hasard, Los Angeles, hein, et il vit en fait à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Donc en fait, tout ce qui se passe dans le village de Los Angeles, avec Zorro, le sergent Garcia, ça se passe en fait tout à la fin donc, de l'Empire espagnol en Nouvelle-Espagne. Ça se passe dans les années 1800, 1810, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, évidemment, ce feuilleton n'a aucune prétention historique, c'est plutôt un feuilleton qui a des connotations de propagande assez claires, hein, puisque c'est un feuilleton américain qui se situe dans une région qui va être annexée par la suite par les États-Unis. Los Angeles, ben, ça devrait vous évoquer quelque chose. D'ailleurs, si vous travaillez avec vos élèves, ça m'étonnerait parce que ça ne fait pas partie des enquêtes, mais enfin, ça pourrait être un sujet sur lequel vous pourriez travailler aussi. Il suffit de regarder le nombre de localités qui portent des noms espagnols dans le sud ou l'ouest des États-Unis. Ce sont tous des territoires qui appartenaient effectivement à l'Espagne avant. Hein, pensez à San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Santa Barbara, San Diego, voilà. Ce ne sont pas des noms anglo-saxons, très clairement. Donc en fait, c'était des régions qui appartenaient à l'empire colonial espagnol et donc qui appartenaient dans un premier temps au Mexique. Donc je vous ai dit en fait que ces deux prêtres vont être exécutés. En fait, il faut savoir que 40% des habitants de la Nouvelle-Espagne appartenaient au système des castes. Un système qui prévalait à cette époque-là et qui ne tenait pas du tout à avoir une société dominée par le petit peuple. Ils étaient prêts éventuellement à se battre, je dis bien éventuellement, pour l'indépendance du Mexique, mais pas du tout avec un objectif politique qui était de retourner l'organisation sociale. Donc on peut dire que la révolution ou l'insurrection de ces mouvements populaires dans les années 1810-1815, ce sont des insurrections vraiment populaires, politico-religieuses et socio-religieuses. Donc on peut parler de révolution, véritablement. Quand, à partir de 1815, les Espagnols vont remporter des victoires donc, sur ces mouvements précités, eh bien en fait, les mouvements, les groupes conservateurs au Mexique préfèrent de loin avoir une royauté qui ne s'occupe pas trop de leurs affaires
à l'autre bout du monde, en Europe, plutôt que d'avoir des révolutionnaires sur place. Finalement, une sorte de compromis va être trouvé en 1821 lorsque les conservateurs vont mettre au pouvoir un métis qui s'appelle Iturbide, son nom est également écrit au tableau, donc c'est Iturbide ou Iturbide, pour le prononcer à l'espagnol, et cet empire ne va durer qu'un an. Très rapidement, Iturbide va être déchu, et c'est une république constitutionnelle qui va se mettre en place. Dans cette république constitutionnelle, il va y avoir, je dirais comme dans beaucoup de pays d'Europe à cette époque-là, sauf qu'on est dans un cadre tout à fait différent sur le plan socio-économique et sur le plan politique aussi. Mais enfin, je dirais que les anciennes colonies espagnoles, parce qu'il n'y a pas que le Mexique qui devient indépendant à ce moment-là, après 1920, mais 1820, vous avez pratiquement tous les États sud-américains qui deviennent indépendants, y compris le Brésil qui dépendait de la couronne portugaise. Eh bien, il y a donc des tiraillements entre deux groupes politiques. D'une part, les conservateurs qui sont les représentants, les porte-paroles de l'armée et de l'Église. Ils défendent également le principe de la main morte, ça doit vous rappeler quelque chose lorsque nous avons étudié la seigneurie au Moyen-Âge, c'est-à-dire un territoire de main morte, c'est un territoire où qui est exempté d'impôts du pouvoir. Ça va ? À l'heure actuelle, on parle encore de main morte, par exemple, à Bruxelles, où j'habite, eh bien, quand on dit que c'est un territoire de main morte, c'est le cas par exemple des ambassades. Elles ne payent pas de précompte immobilier pour le terrain qu'elles occupent. Alors évidemment, il y a certaines communes qui sont flouées dans l'affaire, parce que ce sont évidemment les communes huppées en général, où les ambassades se situent, parce que tous les territoires, tous les terrains où se trouvent des ambassades ne sont pas rentables, si vous voulez. Il y a aussi d'autres territoires de main morte, je pense dans la commune où j'habite à Saint-Gilles, à Bruxelles, c'est par exemple toute la gare du Midi qui occupe un territoire très important dans une petite commune. Ça ne rapporte rien, évidemment, à la commune. Voilà. C'est ça, donc, des territoires de main morte. Or, ces territoires de main morte, ils appartiennent soit à l'Église, ce sont les immunités qu'on trouvait déjà chez nous au Moyen-Âge, soit ce sont des territoires de main morte qui dépendent de communautés indigènes. Et alors, face à ce groupe de conservateurs, vous avez un second groupe, ce sont les libéraux. Ce sont les libéraux. Les libéraux qui, eux, sont issus de la classe intellectuelle, je dirais, éclairée, qui ont comme idée centrale, je dirais, celle de l'ordre et du progrès, que l'on va d'ailleurs retrouver sur le drapeau brésilien, qui apparaît toujours sur le drapeau brésilien aujourd'hui. Et ces intellectuels éclairés sont issus essentiellement du milieu judiciaire, les magistrats, les avocats, aussi les professeurs, les médecins, voilà. Donc c'est la bourgeoisie éclairée. Et donc pendant tout le premier demi-siècle de l'histoire du Mexique indépendant, vous allez avoir donc des conflits entre ces deux groupes, mais qui appartiennent tous les deux à la classe dominante, que ce soit très clair. Ils appartiennent donc à un groupe plus vaste qui n'est pas du tout représentatif de la population. Pas du tout. Vous savez qu'en Belgique, en France aussi, il y a ce conflit entre les conservateurs et d'autre part les libéraux à l'époque de la monarchie censitaire. Vous savez qu'en Belgique, à cette époque-là, dans les années 1830 et suivantes, il n'y a que 2 ou 3% de la population qui peut voter, et donc ça présente très peu de choses aussi. Donc on est à l'époque de l'apogée de la bourgeoisie, et certainement pas à l'époque des démocraties populaires, cela va de soi. Maintenant, si l'on avance un petit peu dans le temps, que voit-on ?
Eh bien, c'est que le Mexique va connaître entre 1820 et 1860 pratiquement une bonne trentaine de présidents. Et donc la réputation du Mexique comme étant un lieu où il y a souvent des révolutions, où il y a souvent des changements de régime politique, mais ça remonte évidemment au XIXe siècle. Vous avez certainement lu, je ne sais pas, L'oreille cassée par exemple de Hergé, ou Tata et Picaros. On voit le général Alcazar et le général Tapioca qui n'arrêtent pas de se faire la guerre civile, si je puis dire, et ils se renversent tous les 6 mois. Il y en a un qui devient le président, et puis c'est l'autre, et ça n'arrête pas. Voilà. Et c'est de là que vient également, je dirais, la légende, mais qui a un fondement historique de ce qu'on appelle une armée mexicaine. Vous savez qu'une armée mexicaine, on le voit bien d'ailleurs dans L'oreille cassée, une armée mexicaine, c'est une armée où il y a plus d'officiers que de soldats. Vous vous souvenez peut-être que Tatin, il est nommé du jour au lendemain comme ça colonel, et il se retrouve avec des tas de gens qui sont colonels. Il n'y a presque pas de soldats, il n'y a presque pas de caporaux, de sergents, tout le monde est colonel, tout le monde est commandant. C'est ça ce qu'on appelle une armée mexicaine. Et bien, donc, au XIXe siècle, pour la période que je viens de décrire, il y a donc une instabilité du régime, une instabilité profonde, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de bouger politiquement. Je dirais la société mexicaine n'est pas dirigée par un pouvoir stable. Et alors, ce qui permet à ce pouvoir instable et faible de tenir financièrement, parce que je vous ai dit quand même qu'il y a toute cette ère de main morte. Par exemple, il y a des tas de gens qui sont exemptés d'impôts, en particulier l'Église. Eh bien, ce sont les droits de douane qui sont perçus dans le port de Veracruz. Veracruz, ça veut dire la vraie croix. Et Veracruz, c'est donc ce port qui se trouve dans le golfe du Mexique, dans le golfe de Campeche. Mais ces ressources sont évidemment insuffisantes, ça va de soi. En 1836, des colons yankees, c'est-à-dire américains, nord-américains, s'établissent dans le Texas. Le Texas qui, à ce moment-là, appartient à l'ex-Nouvelle-Espagne, donc qui appartient au Mexique. Ils s'y établissent de plus en plus nombreux, au point qu'à un moment donné, les Mexicains réagissent, mais surtout, l'armée yankee, l'armée nord-américaine, franchit la frontière mexicaine et donc, comment dirais-je, chevauche jusqu'à Mexico, qui est prise par l'armée donc nord-américaine. Donc en 1847. L'année d'après, d'ailleurs, en 1848, c'est le moment où le fameux Sutter, qui est un Suisse d'origine, va découvrir les mines d'or en Californie, et donc ça va être la ruée vers l'or, bien connu. Tout cela est raconté dans un roman de Blaise Cendrars qui s'appelle L'or, que vous avez peut-être lu. Vous le trouvez en poche, en folio, très très facilement. Voilà. Donc, à la suite de la défaite du Mexique en 1847, un traité est signé par lequel le Mexique perd la moitié de son territoire. Tenez-vous bien, la moitié de son territoire. Donc 50% du Mexique devient américain, états-unien, pour être tout à fait clair, états-unien. Mais il n'y avait dans ces territoires que 20% de la population mexicaine. Donc c'était des territoires peu peuplés finalement, mais enfin, en termes de surface, ils étaient très importants. Alors, quels sont les territoires que les États-Unis vont annexer à ce moment-là, qui deviendront des États par la suite, parce qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir pour devenir un État des États-Unis, donc dans un premier temps, c'est le statut de territoire. Il y a tout d'abord le Texas, bien entendu, le Texas. Un autre territoire qui va s'appeler bientôt le Nouveau-Mexique.
Il y a ensuite l'Arizona, qui était mexicaine avant. Le Colorado, vous voyez bien que ce sont des noms à sonorité, à consonance espagnole. Hein. Colorado, ça veut dire le fleuve coloré, tout simplement. Le Nevada, qui veut dire le pays enneigé. Hein. Neve, c'est la neige en espagnol. Hein. Le Nevada, ça veut dire le pays enneigé. Hein. Et bien sûr, alors le gros morceau, c'est la Californie. La Californie qui remontait, tenez-vous bien, jusqu'à l'Alaska. Ça allait, c'était toute la côte pacifique de l'Amérique du Nord, entre ce qui reste maintenant de la Californie mexicaine. Vous savez, c'est cette longue presqu'île qui se trouve donc à l'ouest du Mexique. Et alors, ça remontait, vous imaginez, jusqu'à l'Alaska, qui était à l'époque russe. Elle n'était pas encore états-unienne, elle était russe à ce moment-là. Je crois que c'est en 1864 ou 67 que l'Alaska est devenue, sauf erreur de ma part, américaine, états-unienne. Donc un territoire immense, d'où justement tous les toponymes qui ont une consonance hispanique et que j'évoquais dans mon introduction. À partir de ce moment-là, le Mexique se rend compte qu'il n'est plus possible d'agir de manière indépendante et que sur le plan de la diplomatie, en matière de défense, d'affaires étrangères, on a intérêt, je dirais, à être bien vu de son grand frère du Nord, les États-Unis. Ce qui va faire, je dirais, la protection du Mexique, c'est essentiellement que le nord du pays est constitué de déserts, ce qui constitue, vous faites de la géographie, un obstacle naturel et une protection naturelle. Dans le sud, vous avez la forêt tropicale qui peut également constituer une frontière naturelle, et donc c'est surtout l'immensité du territoire qui va permettre au Mexique de tenir, je dirais, en tant qu'État indépendant. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, il va y avoir là aussi je dirais une solution à ce tiraillement entre d'une part les conservateurs et les libéraux qui tous, je vous l'ai dit tout à l'heure, appartiennent finalement au même groupe social qu'est la bourgeoisie. Il y a des bourgeois conservateurs, il y a des bourgeois plus éclairés qui sont les libéraux. Mais ils appartiennent socio-économiquement parlant au même groupe. Ça va être, dans un premier temps, il va y avoir un personnage important qui est resté dans la mémoire des Mexicains, c'est Benito Juárez, qui est en fait un Indien, peut-être un métis, mais en tout cas ce n'était pas un Espagnol, qui devient président de la République, mais il va être déboulonné parce que Napoléon III souhaiterait créer une colonie qui ne dirait pas son nom en Amérique, donc au Mexique, une colonie française, et pour cela, il va lui donner l'apparence d'une indépendance, voudrait lui donner l'apparence d'une indépendance, en mettant à la tête de l'État un archiduc autrichien, Maximilien, qui va régner quelques années, mais qui est en fait le candidat des conservateurs. Donc, dans sa politique impérialiste, la France coloniale, à cette époque-là, n'oubliez pas que la France, enfin dans les années qui vont suivre, la France va s'élancer à la conquête du Tonkin, en Indochine, il y aura d'autres expéditions coloniales qui vont être menées, et puis sur la Troisième République, là, il y aura tout l'empire colonial français en Afrique qui va se développer. Hein. Il y avait déjà l'Algérie depuis 1830, depuis l'extrême fin du règne de Charles X, et donc depuis l'époque de Louis-Philippe. Cet empire, ou plutôt cet empereur Maximilien qui épouse, ça c'est vraiment pour la petite histoire, une princesse belge, hein, c'est Charlotte qui est la fille de Léopold Ier, donc c'est la sœur de Léopold II.
pas longtemps, il va être exécuté et Benito Juárez va retrouver son siège de président qu'il avait perdu lorsque Maximilien avait été imposé par l'armée française. Benito Juárez, comme je dirais le fondateur du Mexique unifié, va lui succéder un personnage très important qui est Porfirio Díaz, qui va présider pendant 35 ans aux destinées du Mexique. Je crois que c'est certainement le président du Mexique, même, oui, tout à fait certainement, le président du Mexique qui est resté le plus longtemps au pouvoir. 35 ans pour le Mexique, c'est énorme, hein, pour l'Amérique latine. Rester aussi longtemps président dans ces pays-là, c'est très rare. Hein. Donc, Porfirio Díaz va installer un régime un régime autoritaire, qui en fait poursuit l'œuvre de Benito Juárez de modernisation du pays, de création des premières lignes de chemin de fer, et c'est l'époque où on va avoir un début d'industrialisation. Donc dans le dernier tiers du XIXe siècle, le Mexique commence seulement à s'industrialiser. N'oubliez pas qu'avant, le Mexique est un pays, je dirais, presque exclusivement rural, avec des grands domaines, des latifundia, enfin bon, comme vous pouvez les imaginer en Amérique latine à cette époque-là. Il se fait que Porfirio Díaz n'a pas pensé, je dirais pensé au sens profond du terme, hein, n'a pas voulu penser à sa succession. Il a été président jusqu'à 81 ans, je vous dis, il a été président pratiquement 45 ans à 80 ans. Il n'a pas pensé à sa succession, et donc le pays va connaître, je dirais, sur le plan politique, une période d'anarchie assez longue. Tout d'abord, pendant les 10 premières années, ça va être une période de véritable révolution de guérilla, et puis les 20 années qui vont suivre, entre 1920 et 1940, là, on est toujours dans la période révolutionnaire, mais une période d'institutionnalisation de la révolution. Donc on n'est plus dans sa période, je dirais, d'exaltation, de conflits importants. Le président qui succède à Porfirio Díaz s'appelle Madero. Il ne reste pas très longtemps au pouvoir, d'autant plus qu'il y a une guerre civile qui se développe au nord et au sud du pays, avec deux chefs qui sont restés dans la légende de la Révolution mexicaine, à savoir, donc au nord, Pancho Villa, donc près de la frontière septentrionale, donc près des États-Unis, et d'autre part, dans le centre et le sud, un autre chef révolutionnaire qui s'appelle Emiliano Zapata. Ce sont des noms qui doivent vous dire quelque chose, ce sont des noms assez célèbres. Tous deux se coalisent et vont finalement prendre la capitale, Mexico, en 1913. Ils vont finir un petit peu, même tout à fait comme Hidalgo et Morelos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tragiquement, puisqu'ils vont être tous les deux assassinés. Enfin, ce n'est pas un destin particulièrement original au Mexique à cette époque-là, pour des chefs, pour des leaders politiques. Alors intervient, au début des années 1920, un nouveau personnage qui va mettre en œuvre la Constitution de 1917, qui s'appelle Calles, C-A-2-L-E-S, qu'on appelle aussi le très grand chef. Hein, vous connaissez ces superlatifs que l'on trouve dans certains pays latins, comme ça, l'Espagne, où Franco se faisait appeler le généralissime, hein, ou Duce, enfin, comment dirais-je, Mussolini, qui avait aussi des tas de titres comme ça,
assez pompeux. Et donc, lui, son titre, c'est le très grand chef, donc El Jefe, donc J-E-F-E, El Jefe Máximo, donc M-A-X-I-M-O. Voilà. Alors lui, il va regrouper toutes les tendances de type révolutionnaire dans un parti qu'il va créer à la fin des années 20, je crois que c'est en 1929. Il regroupe toutes ces tendances révolutionnaires dans un parti qui s'appellera plus tard, 20 ans plus tard, mais c'est le même parti, le Parti révolutionnaire institutionnel. Alors là, ça paraît un petit peu comique ou curieux de voir associer le terme révolutionnaire et le terme institutionnel. Parce qu'institutionnel, ça fait penser à quelque chose de figé, de stable, d'accord, tandis que révolutionnaire fait allusion ou fait référence au mouvement, à une dynamique. Donc c'est le parti dynamique et en même temps le parti institutionnel, c'est-à-dire conservateur. Vous voyez très bien que dans l'ambiguïté même du nom de ce parti-là, on trouve quelque part un programme, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire une révolution, mais une révolution dans laquelle un seul parti sera au pouvoir, le parti dit révolutionnaire, mais ce parti va être au pouvoir pendant 70 ans. Comment voulez-vous qu'un parti reste, un parti unique au pouvoir reste révolutionnaire pendant 70 ans? C'est impossible. Tout parti qui reste au pouvoir après quelques années se fige, met en place une bureaucratie, des organes de répression pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, il n'a plus rien de révolutionnaire après un certain temps. L'héritier de ce système, de ce parti mis en place par Calles, c'est alors là, un des grands, sans doute le plus connu aussi, des présidents mexicains du XXe siècle, c'est Cárdenas. Cárdenas, C-A-R-D-E-N-A-S, Cárdenas. Alors Cárdenas, qui préside aux destinées du Mexique entre 1934 et 1940, va vraiment, je dirais, conforter, affirmer ce régime dont les origines remontent donc à Calles, donc au milieu, je dirais, des années 20. Quel est le régime qu'il met en place? Eh bien, c'est un régime bureaucratique. C'est un régime autoritaire. Et comme en Europe, et je dirais en Amérique latine, dans plusieurs pays à la même époque, le régime qui se met en place est un régime corporatiste. Alors, vous savez sans doute ce que signifie un régime corporatiste, c'est-à-dire un régime basé sur des syndicats qui sont dominés par l'État. Donc ce ne sont pas du tout des syndicats libres et indépendants. Je vous rappelle que au Portugal, parce que ça a commencé par le Portugal, par l'Italie, puis le Portugal et enfin l'Allemagne hitlérienne, le corporatisme avait comme objectif d'étrangler toute velléité de la classe ouvrière d'émettre justement des revendications qui puissent lui être favorables, et le corporatisme vise essentiellement à s'opposer au communisme. Donc, autrement dit, les régimes corporatistes sont sinon fascistes, au moins fascisants, c'est-à-dire qu'ils visent l'ordre, de telle manière que la classe au pouvoir, la classe bourgeoise, même si officiellement ce n'est pas elle qui est au pouvoir, puisse continuer ses affaires dans le cadre de grandes entreprises. Il se fait toutefois que c'est un régime totalitaire. Moi, je suis prêt à l'appeler totalitaire, même si dans les manuels on trouve essentiellement dans les livres la notion d'autoritaire, parce que ce système veut contrôler via l'État, parce que l'État est tout puissant, donc il est au-dessus des entreprises, mais cela conforte évidemment les intérêts de la haute bourgeoisie. Donc ce système vise à contrôler les esprits, donc au Mexique,
de la même manière que dans les régimes fascistes en Europe à la même époque, ou le régime stalinien. Hein, c'est le même principe. Il faut contrôler. Alors pour contrôler, il y a bien entendu le culte de la personnalité que l'on trouve en Europe à la même époque, en URSS, mais il y a évidemment le contrôle des médias, il y a également et surtout la prise en charge des enfants et des adolescents, donc à l'école, pour leur inculquer l'idéologie dominante de l'État. Très important. La première moitié du XXe siècle se rend compte à quel point il faut prendre en charge les enfants et les adolescents pour créer un ordre nouveau, parce que la notion d'ordre nouveau, on la retrouve partout, à cette époque-là, en Europe, en Amérique latine, cette notion d'ordre nouveau, eh bien, pour créer cet ordre nouveau, cet homme nouveau, il faut éduquer dès le plus jeune âge les enfants dans un sens déterminé. Voilà. Sur le plan de la politique qui est menée par Cárdenas, il y a la relance de la réforme agraire, il y a également de grands travaux qui vont être lancés. N'oubliez pas qu'il préside le Mexique à l'époque où on est en pleine turbulence qui succède à la crise économique qui a commencé aux États-Unis en octobre 1929. Donc, comme dans beaucoup de pays, c'est l'État qui prend en charge, je dirais, la relance par des grands travaux pour relancer, entre autres, la consommation. Et l'on avance progressivement. On peut dire que de 1940 à 1970, il y a un petit décalage, je dirais, vers l'avant du Mexique par rapport à ce que l'on peut connaître en Europe occidentale, parce qu'en Europe occidentale, il y aura eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, ce qui n'est pas le cas du Mexique. Et donc, entre 1940 et 1970, on peut parler des 30 glorieuses. Alors que chez nous, on parle des 30 glorieuses pour la période qui va de 1944-45 à 1974, hein, jusqu'à la premier choc pétrolier. Donc, c'est une période de prospérité, certainement pour le Mexique, mais qui profite surtout, je dirais, à la classe moyenne. Les classes populaires en profitent aussi, je dirais, par cascade, même si ce n'est pas, je dirais, leurs intérêts qui sont visés en première ligne, même si dans l'idéologie, effectivement, le pouvoir que détient le Parti révolutionnaire institutionnel prétend défendre avant tout les classes populaires, c'est dans leur discours en tout cas. Il faut voir que dans les faits, le pouvoir est entre les mains de la bourgeoisie, sans aucun doute. Ce n'est pas du tout un pays socialiste, encore moins un pays communiste. Bien entendu, vous imaginez bien que les États-Unis n'auraient jamais permis qu'à leurs frontières se développe un État socialiste, je dirais, fort. C'était inimaginable. Pensez à ce qui va se passer à partir de 1959 à Cuba, qui pourtant représente beaucoup moins de choses par rapport au Mexique. À partir de 1980 jusqu'en 2010, on passe à la dernière phase de l'histoire politique, économique et sociale du Mexique que je voulais considérer dans le cadre de cet exposé. Les 30 dernières années vont effectivement être marquées par un effritement et puis une destruction du système cardiniste, du système du Parti révolutionnaire institutionnel. Dans les années 60, le Mexique, je vous l'ai dit,
est au sommet de sa prospérité économique, relative, hein, entendons-nous bien, ici je ne suis pas en train de dire que le Mexique est un pays où tout le monde souriait, était heureux, je ne dis pas ça du tout. C'est relatif par rapport aux autres périodes de son histoire, bien entendu. Hein, donc il ne faut pas de manière absolue comparer le Mexique avec les États-Unis, avec l'Europe occidentale, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est relatif par rapport aux autres périodes de son histoire. Hein. Eh bien, donc dans les années 60, un État social se met en place. C'est une époque également où le système d'éducation et de santé fait de grands progrès. Il fait de tellement grands progrès que la mortalité baisse de manière très très nette. Mais dans les années 70, là, les choses commencent à aller moins bien déjà. Pourquoi? Vous avez la crise économique mondiale qui se développe. Vous savez que toutes les économies sont interconnectées entre elles. Le Mexique a beau appartenir au pays producteur de pétrole, il se fait que dans les 10 années qui vont suivre, la rente pétrolière va rapporter beaucoup moins au Mexique qu'avant. Surtout dans les années 80, je dirais, hein, peut-être dans les années 70, les années 80. Le Mexique, à partir des années 70, rentre dans la spirale de l'inflation, de la dévaluation et de l'endettement. Vous savez, ces trois éléments, inflation, dévaluation, endettement, ce sont ces éléments qui vont perdre ce que l'on appelle pudiquement les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, dont le Mexique ne fait pas vraiment partie, mais enfin il est entre les pays développés et les pays du tiers-monde, il est dans l'entre-deux, entre deux eaux. Et pourquoi inflation, pourquoi dévaluation, pourquoi endettement? Parce que l'État veut continuer à mener une politique en fait qu'il ne peut plus mener. Il veut continuer à garantir un certain nombre de services pour justement que le Parti révolutionnaire institutionnel reste au pouvoir. Ça ne va pas marcher. Et vous vous souvenez peut-être ce que j'ai pu dire dans mes cours précédents. Souvenez-vous de la leçon que j'ai faite sur le capitalisme en Inde au XIXe et au XXe siècle. Je vous avais expliqué que le vrai terme, donc la vraie fin du XXe siècle, ce n'est pas le 11 septembre 2001 avec la destruction des deux tours à Manhattan, c'est en fait, je dirais, la progression et la victoire du libéralisme au début des années 90. Donc il y a 25 ans, à partir de ce moment-là, et qui correspond bien entendu à la chute de l'URSS. La chute du mur de Berlin, mais tout ça est lié, bien entendu. Vous savez que si l'URSS s'est écroulée, c'est essentiellement parce que, entre autres, parce qu'elle ne pouvait plus tenir dans la progression de ses dépenses d'armement face aux dépenses gigantesques qui étaient faites aux États-Unis à l'époque par Ronald Reagan. C'était plus possible. Et donc à un moment donné, l'URSS s'est trouvée bloquée, elle ne pouvait plus suivre. Et c'est à l'origine de ce revirement stratégique important de l'URSS, essentiel, je dirais, dans son histoire, qui fait qu'on est passé avec Gorbatchev avec la perestroïka, avec la glasnost, et puis bon, ça a conduit au délitement de l'État soviétique, qui a conduit donc à l'éclatement de l'Union soviétique en 15 républiques indépendantes. Donc, je reviens à ce que je disais, début des années 90, le Mexique, l'État mexicain va commencer à privatiser massivement les entreprises publiques. Vous, ça ne vous dit peut-être plus grand-chose, ça ne vous dit pas grand-chose parce que vous n'étiez pas encore là, mais moi j'ai vu donc dans les années 90, donc des gens importants du Parti socialiste belge
privatiser les entreprises. Je dirais même que l'actuel président du Parti socialiste, qui était à l'époque ministre des entreprises publiques, a privatisé Belgacom et toute une série d'entreprises publiques. Donc, ce sont des partis qui se veulent défenseurs des services publics qui ont privatisé. Et donc, privatisation, le Mexique rentre dans l'économie, je dirais, dans le système libéral pur et dur, ce qui va évidemment mécontenter les classes moyennes et les classes populaires qui ne sont pas du tout bénéficiaires de cette libéralisation d'économie. Le parti révolutionnaire institutionnel va éclater. Il va non seulement éclater, mais va se trouver face à d'autres partis politiques qui vont commencer à avoir du succès, et en particulier, je crois qu'il s'appelle le PAN, un parti qui est un parti libéral, pur et dur, qui va avoir de plus en plus de voix. En particulier pour des postes importants, pour les postes du nord du pays. Le fils même du président Cárdenas va devenir dissident du parti de son père, décédé à ce moment-là, et va créer un nouveau parti, le Parti révolutionnaire démocratique. En plus, à partir de 1900, alors là je crois que c'est 1994, il va y avoir une insurrection dans l'état du Chiapas, c'est-à-dire dans le sud du Mexique, où un mouvement néo-zapatiste va être créé, va faire sécession par rapport à l'État mexicain pour défendre le droit des indigènes, des communautés indigènes, donc indiennes, du sud du pays. Ce mouvement, alors je ne vais pas dire va être dirigé, parce que le mot diriger n'a justement contradictoire par rapport aux idéaux de ce mouvement révolutionnaire, mais disons va avoir comme porte-parole le sous-commandant Marcos, célèbre, hein, vous avez déjà vu, donc avec sa cagoule noire, sa casquette et sa pipe qui ressort donc de sa cagoule. Voilà, alors, en 2000, événement important, après 70 ans, donc depuis 1929 en fait, après 70 ans de gouvernement uniquement par le Parti révolutionnaire institutionnel, il y a un changement de régime, puisque dorénavant c'est l'alternance qui va dominer. C'est la droite qui va gouverner à partir de 2000. Alors c'est une révolution contre le Parti révolutionnaire institutionnel qui n'était plus, je vous l'ai dit, qui n'était pas vraiment un parti révolutionnaire. Effectivement, officiellement, il prenait en charge les intérêts des classes populaires, mais comment voulez-vous qu'un parti qui tienne pendant 3 générations ne crée pas lui-même toute une série de scléroses dans la bureaucratie, dans l'administration, surtout le clientélisme. Alors le clientélisme, vous savez ce que c'est? C'est quand des individus qui ont beaucoup ou un peu de pouvoir parviennent à s'attacher des individus par des privilèges qui leur accordent à tous les niveaux d'État, jusque dans les communes. Et donc il y avait des tas de gens qui étaient liés, je dirais, à ce système-là. Et ceux qui dirigent dans les communes, alors ce n'est pas obligatoirement les maires, ça peut être des notables, ça peut être même le curé, on les appelle des caciques. Hein, des caciques. Ce sont
c'est celui qui, dans une commune, dans un village ou dans une région, mais tient les individus par un système clientéliste. Alors ce système a fonctionné pendant très longtemps au Mexique, il existe toujours. Il faut savoir aussi que le Mexique entretient des relations commerciales bien entendu très importantes avec les États-Unis, relations commerciales tout à fait légales, mais qu'à côté de ce système de relations commerciales légales, il existe aussi une économie souterraine tout à fait illicite qui combine, je dirais, tous les maux de la société, c'est-à-dire qu'il y a des narcotrafiquants qui en même temps dirigent la prostitution, qui dirigent toute une série de réseaux criminels et qui ont la mainmise sur des régions entières. Vous avez déjà entendu parler de ça, par exemple, pour la Colombie également, ou pour des États qui se trouvent en Amérique centrale. Il y a juste un siècle, donc entre 1910 et 1920, il y a eu 1 million de morts pendant la guerre civile au Mexique. 1 million de morts sur 15 millions d'habitants à l'époque. Aujourd'hui, il y a 110 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est un pays qui, en un siècle, a connu une croissance démographique extrêmement importante. Donc ça n'a rien à voir avec la croissance démographique de nos pays d'Europe occidentale, bien entendu. Voilà. Alors, je vais arrêter ici, je dirais, mon exposé. Alors, conclusion de tout ce que je peux vous avoir expliqué ici, c'est que vous avez retenu que le Mexique est un pays qui est devenu indépendant il y a moins de 2 siècles. Autrement dit, quand on compare avec notre pays, le Mexique n'est pratiquement pas beaucoup plus vieux que la Belgique. Donc en termes de durée, c'est pratiquement la même chose. 1920-21 pour le Mexique, 1820-21 pour le Mexique, 1830 pour la Belgique. Sur le plan d'évolution politique, on ne peut évidemment pas du tout comparer les deux pays, ce serait complètement insensé, on est dans un cadre complètement différent, mais retenez quand même que c'est à l'époque de Juárez, de Porfirio Díaz, et surtout alors, ça c'est le sommet, je dirais, à l'époque de Cárdenas, que le Mexique est devenu un pays unifié. Et que depuis 2000, depuis l'écroulement du Parti révolutionnaire institutionnel, donc depuis 15 ans, le pouvoir s'est émietté et vous avez donc des partis politiques différents qui dirigent donc au niveau des gouvernements des États, puisque n'oubliez pas que le Mexique, c'est en fait un État fédéral. Hein. Quand on dit les États-Unis, on n'est pas clair, hein, parce que vous savez que le Mexique, c'est les Estados Unidos de Mexico. Donc il y a les États-Unis d'Amérique du Nord, et juste au sud, il y a les États-Unis du Mexique. Comme le Brésil, ce sont aussi les États-Unis. Hein. Nous, c'est par simplification qu'on dit les États-Unis. Hein. Mais les États-Unis au Mexique, ce sont aussi les États-Unis, c'est un État fédéral, exactement, parce qu'en fait, ils ont copié leur constitution sur celle des États-Unis, avec un président, 2 chambres, une Cour suprême. Ils l'ont copié au XIXe siècle sur les États-Unis, à ce moment-là. Donc, il y a eu une régionalisation depuis 15 ans du pouvoir au Mexique, et inutile de vous faire un dessin pour la Belgique, un pays qu'on ne peut pas évidemment pas du tout comparer pour de multiples raisons au Mexique. Inutile de vous dire que chez nous, il y a un morcellement du pouvoir de plus en plus important, et que finalement, vous voyez ce qui se passe, ce que je comprends très bien peut être très perturbant pour les habitants d'une commune qui se trouve à proximité de Bruxelles pour l'instant, mais finalement,
toute la vie politique du pays peut finalement être bloquée sur le plan institutionnel, sur le plan politique, parce qu'il se passe dans une toute petite commune, parce que tout est lié finalement. Les gouvernements régionaux, le gouvernement fédéral, tout ça est extrêmement compliqué. Voilà, je vous montre maintenant quelques livres. Alors, tout d'abord, dans la collection Autrement, Atlas historique de l'Amérique du Nord, États-Unis, Mexique, Canada, une lutte pour l'espace. De Pierre Chaudu, Histoire de l'Amérique latine, en que sais-je. De François Chevalier, L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours, dans la collection Nouvelle. Alors, et là vous avez effectivement le personnage d'Emiliano Zapata en couverture. Alors, de Tullio Alperin-Doni, Histoire contemporaine de l'Amérique latine chez Payot, qui est très chronologique, très événementiel malheureusement. De Alain Rouquier, Amérique latine, Introduction à l'extrême occident, dans la collection Point Essai. Dans l'excellente revue sur le plan pédagogique, textes et documents pour la classe, un numéro consacré au Mexique, 1er février 2011, numéro 1009. Alors, une autre revue du même genre, très intéressante, qui est mensuelle, Documentation photographique, Amérique latine, les défis de l'émergence. Alors, c'est le dossier 8089, septembre 2012. Alors, sur les révolutions, de Jacques Lafaille, Quetzalcoatl et Guadalupe, Quetzalcoatl, qui est le fameux serpent à plumes, là, vous savez, qui est à l'origine de la ville de Mexico, et Guadalupe, je vous ai expliqué qui c'était tout à l'heure, la formation de la conscience nationale au Mexique, chez Gallimard. Très bien. De Pierre Vessière, les révolutions d'Amérique latine, en point histoire. Et enfin, Apocalypse et révolution au Mexique, la guerre des Cristeros, 1926-1929, présenté par Jean Meyer dans la collection Archives. En fait, c'est un recueil de documents qui sont présentés par Jean Meyer. Alors, le grand écrivain qui était ambassadeur du Mexique à Paris, Carlos Fuentes, Ce que je crois chez Grasset, et deux de ses romans, La mort d'Artemio Cruz, en folio, et Les années avec Laura Diaz, toujours en folio. Alors, je voulais vous montrer également, pour les années 30, les deux grands peintres mexicains qui sont vraiment extrêmement célèbres. C'est d'une part Siqueiros, Siqueiros. Alors, je vous montre une de ses œuvres, où l'on voit d'une part ici Cuauhtémoc, alors Cuauhtémoc, ouais, à droite, Cuauhtémoc, qui est en fait un chef aztèque, le dernier chef aztèque à avoir résisté face aux conquistadors, aux Espagnols, que vous voyez représenté donc ici en haut à droite. Voilà. Alors en fait, c'est pas lui. En fait, c'est un. Ici, vous n'avez pas en fait toute la peinture. C'est en fait un compagnon qui est en train d'implorer, mais justement, il n'est pas du tout dans la position de son compagnon, qui est ce héros je dirais, de la résistance des Indiens face aux Espagnols. Il faut remarquer que le fils du président Cárdenas portait le même prénom. Il porte le même prénom. Je ne sais pas s'il est décédé maintenant. Et alors, l'autre grand peintre, c'est Diego Rivera,
murales que l'on trouve dans des lieux officiels au Mexique. Et donc lui et Siqueiros ont été chargés d'être un petit peu, bien qu'eux-mêmes soient des personnages très, très indépendants, ils ont comme ça illustré des épisodes de l'indépendance du Mexique ou de l'histoire du Mexique. Vous avez encore une représentation ici, une peinture ici, où on voit justement des Indiens en train de travailler comme esclaves pour les Espagnols. Ici à droite. Peut-être d'autres. Enfin, c'est toute l'œuvre en fait de Rivera. Si vous allez au Mexique, vous allez voir toute une série d'œuvres qui sont. Moi, j'en ai vu quelques-unes qui sont assez, comment dirais-je, assez illustratives comme ça. C'est au palais du gouverneur de Oaxaca, si mes souvenirs